Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour assister à cette dernière table ronde de la journée. Table ronde qui a pour thème « Comment faire accepter le coût social de la transition écologique ?» un joli sujet d'actualité. Alors, si la sobriété est sur toutes les lèvres aujourd'hui, les politiques ne peuvent se limiter à sa seule mise en place. La sobriété ne doit s'entendre qu'incluse dans un ensemble plus vaste, celui des politiques à mener pour amorcer sérieusement la transition écologique. Ces politiques, bien sûr, ne peuvent passer que par un changement des modes de consommation et par des investissements publics, et cela de long terme, et des investissements qui seront d'autant plus lourds que la décision de s'y atteler sera tardive. Or, vous le savez, le temps presse, le dernier rapport du GIEC a sonné l'alarme et l'actualité illustre chaque jour cruellement cette urgence. Les décisions à prendre doivent donc être rapides, mais pour financer les investissements publics de long terme, les autorités devront récupérer des recettes fiscales et se pose donc la question de la taxe carbone. Cette acceptation de la transition écologique ne pourra également se faire sans justice sociale, sans une répartition équitable des efforts afin d'éviter que ce ne soit pas ceux qui polluent le moins qui paient le plus. Alors, pour en parler cet après-midi, juste à côté de moi, Michel Aguieta, vous êtes conseiller scientifique au CEPI. Je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et vous êtes également professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. À vos côtés, Kathleen Schubert, vous êtes professeure d'économie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et juste à côté de vous, Sophie Thierry, vous êtes présidente de la commission Travail-Emploi du CESE, donc vous êtes chez vous. Et vous êtes également directrice de l'engagement sociétal chez Aesio, également membre de la CFDT, et c'est à ce titre que vous siégez ici. Alors désolé pour ceux à qui je tourne le dos, mais je n'ai pas trop le choix en termes de caméra, donc veuillez m'en excuser. C'est avec vous que je vais commencer, Monsieur Aguieta. Donc, pour vous, quelle politique faut-il mettre en place pour amorcer la transition écologique et faire en sorte de la rendre acceptable par le plus grand nombre des Français? Oui, si nous partons de la France, par exemple, du projet de loi de finances actuel, ça fait un premier constat. On s'aperçoit que les investissements pour la transition énergétique sont très insuffisants. En réalité, il y a seulement 4,4 milliards d'euros qui est consacré au PLF. Donc c'est zéro, je veux dire. Il faudrait des mesures de sobriété. Alors bien sûr, l'association Mégawatt propose des mesures de sobriété, mais c'est seulement du court terme. Le problème, c'est que comment tenir la sobriété sur le long terme? Comment tenir les comportements de la population en rapport avec une logique qui doit aller à la neutralité carbone en 2050? Et on ne peut le faire sans planification stratégique. C'est à la puissance publique d'entraîner la société. Comment articuler croissance verte et sobriété dans le cadre d'une planification écologique sur le long terme? Il faut évidemment en définir des trajectoires qui incorporent un budget public de long terme pour négocier avec les acteurs économiques. Donc, il faut une trajectoire de temps long, c'est ça le truc, impliquer des temporalités différentes. Ça accélère la planification. Et personne d'autre peut le faire que l'État, à condition qu'il tienne sa voix. Le temps long doit fournir un cadrage pérenne qui englobe toute la pratique de planification et qui s'inscrit dans le temps court du débat et de décision politique. Ce n'est pas une planification imposée, mais c'est une planification qui articule des temporalités et qui, si vous voulez, fait en sorte que les gens acceptent. Et il faut donc des approches transversales qui englobent à la fois les acteurs publics nationaux, locaux, les entreprises et les experts pour légitimer les décisions au plus près du terrain. Il faut aller vraiment dans le terrain et donc faire jouer un rôle important aux acteurs locaux. Vous voyez que ça transforme en même temps la démocratie, la forme de la démocratie, notamment dans ce pays qui est très centralisé. Alors, il y a quelque chose de plus, évidemment, c'est quel lien avec le marché? On vit dans des économies de marché, on va continuer à y vivre. Et donc, dans les économies de marché, tout le monde sait que les comportements économiques sont au moins partiellement, répondent au moins partiellement à des signaux prix. Et c'est là la question de fond.
Il faut valoriser le carbone, c'est le pivot total, hein. Valoriser le carbone et le valoriser pour protéger et inciter. Il faut deux types d'incitation. La première, contre les risques de transition, il faut inciter les consommateurs à modifier leur mode de vie sur longue période. Pour cela, il faut un prix du marché des produits carbonés. Ce prix des marchés du produit carboné doit croître régulièrement dans le temps jusqu'à la neutralité carbone, et de sorte que les acteurs économiques les incorporent dans leur comportement. Il ne faut surtout pas que l'État fasse des variations et revienne en arrière à cause de problèmes conjoncturels. Ça, c'est décisif. Ça permet de maîtriser les risques de transition. Mais ça ne suffit pas, malheureusement, car il faut inciter les entreprises à faire des investissements bas carbone pour changer la structure de la production. Comment peuvent-ils le faire dans l'incertitude radicale dans laquelle les risques physiques, pensez à ce qui s'est passé cette année, et l'incompréhension totale parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer et qui allait faire monter les prix de l'énergie d'une manière extraordinaire pour l'ensemble de l'économie mondiale. Ce qui veut dire que les entreprises ne peuvent pas s'engager dans des investissements bas carbone à moins d'être assurées, enfin, le minimum, si vous voulez, ils sont dans une incertitude, il n'y a pas du tout de possibilité de calculer des probabilités d'événements futurs. On n'est absolument pas dans un domaine d'efficience, on est dans un domaine de tenter une résilience. Eh bien, pour cela, il faut alors quelque chose qui est, les gens comprennent beaucoup moins que le premier, si vous voulez, une valeur du carbone évité. Valeur du carbone évité, est-ce que vous pouvez nous expliquer du carbone justement évité, ce qu'on appelle un shadow price en anglais. Ça veut dire que ce n'est pas un prix de marché, c'est pas du tout ça. C'est un prix que la puissance publique met pour que les entreprises puissent avoir envie et intérêt à s'engager dans le bas carbone, à faire des investissements bas carbone. Pensez au fait que vous avez une incertitude radicale. Donc, aucune entreprise ne peut calculer des probabilités d'événements futurs. Il n'existe pas de taux d'actualisation d'aucune sorte qui fonctionne, contrairement à ce qu'ont raconté les économistes néoclassiques. Donc, il faut quelque chose de très important. Alors, c'est ça l'idée. La valeur du carbone évité, ce n'est pas un prix de marché, c'est ce qu'on appelle un shadow price, c'est-à-dire un prix que l'on met pour que les entreprises s'engagent. Si ce prix est très élevé, les entreprises vont avoir intérêt, peuvent tenter d'avoir intérêt à faire des investissements bas carbone en disant « je vais obtenir un rendement suffisant grâce au prix que l'on me met sur le carbone que je veux éviter ». Comprenez ? Donc, éviter le carbone, c'est une valeur du carbone évité permettant à un prix très élevé de tenter des investissements bas carbone, qui sont très dangereux. Et à ce moment-là, les choses peuvent aller. Mais pas seulement à cause de ça. Car il faut éviter le greenwashing des entreprises qui disent « je vais faire ça », mais en fait, qu'ils ne le font pas. Donc, il faut une industrie d'expertise, si vous voulez, des associations indépendantes, d'experts, capables de calculer les quantités de carbone qui ont été effectivement évitées une fois l'investissement fait. Vous voyez que si on est capable de calculer les tonnes de carbone effectivement évitées, multipliées par la valeur du carbone évité, vous avez une valeur monétaire qu'on a avant appelée actif carbone. Ces actifs carbone sont décernés par des certificats carbone aux entreprises qui ont fait ce travail, qui ont osé faire ce travail, si j'ose dire. Et à ce moment-là, elles les transmettent à leur banque et ça rembourse directement cet actif carbone, rembourse directement le crédit que les banques leur ont fait. Résultat, l'entreprise garde le profit qui est là, en plus du coût du crédit qu'elle a obtenu. Les banques peuvent faire deux choses, car maintenant, il y a une chose importante. Il faut que la finance soit transformée en finance verte en totalité. Eh bien, deux choses possibles. Les banques transfèrent à la Banque centrale, et vous voyez l'importance de la Banque centrale, elle doit rentrer dans le jeu, transfèrent à la Banque centrale ces actifs carbone qui deviennent du collatéral pour le refinancement des banques. Première évolution sur le système financier. La deuxième, c'est
alors je ne sais pas si vous connaissez ça, mais enfin, ce qu'on appelle la titrisation des produits. Les actifs carbone sont mis en les différentes catégories d'investissements qui ont été faits, et ils sont titrisés. Et à la contrepartie de la titrisation, ce sont des obligations carbone. Puisque ces obligations carbone ont été, c'est ça qui est important à suivre, hein, ont été validées par des acteurs qui ont mesuré effectivement le nombre de tonnes de carbone évitées, il n'y a pas de greenwashing. C'est de vraies obligations vertes. Et alors, c'est terminé, si vous voulez. La deuxième possibilité, la première, je vous ai dit, c'est aller vers les banques et Banque centrale et à ce moment-là, au refinancement par la Banque centrale du crédit, et donc ça permet d'engranger le processus. La deuxième, c'est les investisseurs institutionnels. Ces obligations vertes, elles sont totalement différentes des obligations carbonées. Par conséquent, des grands investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds communs de placement, fonds souverains, ont intérêt à les acquérir pour diversifier progressivement leur portefeuille. Et de cette manière-là, toute la finance peut être véritablement transformée en finance verte. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Très bien, merci beaucoup. Alors, on vous a entendu parler effectivement de finance verte, de valorisation du carbone, de planification. Kathleen Schubert, est-ce une bonne idée d'instaurer une taxe carbone? Et pourquoi les diverses tentatives qui ont eu lieu n'ont pas marché? Alors, c'est relatif. Elles ont un peu marché quand même, donc j'y reviendrai. Donc, il faut voir que la taxe carbone, la taxe carbone, enfin, c'est pas forcément une taxe, donc j'y reviendrai, mais c'est la façon favorite des économistes de régler un problème, comme le problème de la surconsommation ou de la surémission de carbone. Pourquoi? Parce que le carbone, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on en émet, mais c'est pas bien, parce que ça provoque le changement climatique. Et donc l'idée, c'est de mettre un prix sur cet actif qui n'en a pas. Et mettant un prix, ça incitera les ménages et les entreprises à avoir des comportements qui prennent en compte donc le fait que cette chose-là, c'est quelque chose qui est négative. Alors, la grande majorité des économistes s'accordent là-dessus. Le problème, c'est que c'est à peu près les seuls. C'est-à-dire que les autres gens, qui ne sont pas des économistes, ont beaucoup de mal à accepter cette tarification du carbone. Et je pense que, avant de venir dans les détails, mais je pense que de façon générale, la raison, c'est que notre système économique, mais aussi notre société, en fait, a été vraiment très fortement façonné par des dizaines et des centaines d'années d'énergie fossile pas chère. Depuis la révolution industrielle, notre économie a été totalement façonnée par ça, d'énergie fossile pas chère, qu'on a brûlée sans s'apercevoir que ça causait un problème, qui a donc non seulement façonné notre économie, mais même notre façon de vivre, notre façon d'occuper l'espace. Les banlieues, l'étalement urbain américain n'aurait pas eu lieu, en fait, s'il n'y avait pas eu cette énergie carbonée pas chère. Le fait que les gens habitent loin de leur travail non plus, etc., etc. Donc ça a vraiment façonné non seulement notre économie, mais aussi nos modes de vie. Et du coup, dire aux gens maintenant, d'un coup, c'est fini, on va faire payer cher l'énergie en tarifiant les émissions de carbone associées, c'est vraiment un grand bouleversement. Et donc la résistance, en fait, à ça est importante et c'est tout à fait compréhensible parce que les niveaux de tarification du carbone qui sont nécessaires pour atteindre zéro émission nette sont tels, ou seront tels dans le futur, que effectivement le bouleversement est énorme. C'est pas juste un petit truc, quoi. Voilà, donc ça c'est de façon générale. Alors après, quand on regarde les enquêtes qui sont effectuées sur pourquoi les agents... Alors je m'intéresse plutôt aux ménages, parce que Michel Aglietta vous a parlé pas mal des entreprises et du système bancaire. Moi, je me concentre sur les ménages. Donc quand on regarde les enquêtes où on demande aux gens quelle est leur perception des politiques climatiques, pourquoi ils n'aiment pas la taxe carbone, donc on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a un premier niveau qui est que les agents craignent l'effet de la taxe carbone sur leur propre pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, c'est quelque chose d'important pour les gens, hein, évidemment. On leur fait payer le carbone qu'ils émettent, ça va être de l'argent qu'ils ne pourront pas consacrer à autre chose. Donc il y a en effet un effet négatif sur le pouvoir d'achat. Il ne faut pas croire que ça ne va rien coûter. Donc cet effet
est d'autant plus mal perçue qu'en fait, il y a un caractère très inéquitable de la taxe carbone, de la tarification du carbone, parce que proportionnellement, elle affecte plus les ménages les moins aisés. On dit qu'elle a un effet régressif. Donc non seulement c'est des pertes de pouvoir d'achat, mais plus fortes en proportion pour les plus pauvres que pour les plus riches. Donc évidemment, quelque chose qu'il faut absolument faire si on veut rendre la tarification carbone acceptable, c'est s'occuper de ça, quoi. C'est mettre en place une taxe carbone qui soit accompagnée de transferts qui rendent la mesure équitable. Donc transfert, soit un dividende pour tout le monde, soit des transferts ciblés vers les plus vulnérables. Et ça, au moment de l'introduction de la taxe carbone en France, on a complètement négligé ça, on ne l'a pas fait en réalité. Je pense que c'est un des facteurs importants qui ont nui à l'acceptabilité. Ce n'est pas la seule chose. Il y a un autre point, c'est que beaucoup de gens ont l'impression qu'on leur attaque leur liberté, en fait. Pourquoi ? Parce que avoir la possibilité de prendre l'avion, avoir la possibilité de faire des voyages en voiture, c'est un élément important de notre liberté. Moi, dans ma génération, alors ça ne va pas être la même chose pour les plus jeunes, mais dans ma génération, prendre l'avion, c'était un truc génial. On pouvait aller visiter, voir les autres cultures, visiter d'autres pays. C'était positif. C'était un facteur d'ouverture au monde, etc. Bon, maintenant, on dit aux jeunes, ah non, l'avion, terminé. Bon, donc évidemment, ils peuvent percevoir ça comme une atteinte à leur liberté. De même avec la voiture, pouvoir voyager, pouvoir bouger, c'était un facteur de liberté. Donc le point très important, si on veut rendre les choses acceptables, c'est qu'il faut fournir aux gens des alternatives. Il ne faut pas qu'ils se sentent coincés. Pour la voiture, clairement, c'est des alternatives en termes de transport en commun, des pistes cyclables, le fait qu'ils puissent bouger autrement, qu'ils habitent moins loin de leur travail, donc que ce soit moins handicapant de ne pas pouvoir prendre la voiture, etc., etc. Donc tout ça, évidemment, c'est à organiser. Il faut de la planification, c'est à organiser sur le long terme. On ne change pas comme ça d'un coup de moyens de se déplacer et d'habitudes de transport. Donc il faut des investissements publics, il faut planifier tout ça. Un autre aspect, c'est que les agents individuellement remettent en cause en fait souvent l'efficacité de la tarification du carbone. Ils se disent, tarifier le carbone, mettre une taxe carbone, c'est juste un moyen pour l'État de récupérer de l'argent. Ils ne voient pas très bien, ils sont pas bien certains que ça va être efficace. Donc ça, je pense qu'il y a un gros besoin d'information, d'explication, de dire aux gens, oui, ça marche, regardez, on a des preuves pour rendre les choses plus acceptables. Ça, c'était plutôt les facteurs individuels. Après, il y a des facteurs de contexte social qui sont très importants. Il faut que les gens perçoivent que le partage de l'effort est équitable au niveau de la société. Il faut qu'il y ait une transparence, qu'on explique bien à quoi va servir l'argent, transparence dans l'utilisation des recettes. Et puis, donc, il faut que ça participe de la construction d'un projet collectif, en fait, de décarbonation. Ce n'est pas juste quelque chose d'individuel, c'est aussi ce projet collectif qu'il faut bien présenter et construire. Il y a un problème de confiance des agents, entre des gens envers le gouvernement en France. Les enquêtes le montrent, les travaux le montrent. Quand le gouvernement dit « oui, la taxe carbone, croyez-moi, ça marche, et les recettes, je vais vous les redistribuer », les gens n'ont pas trop confiance. Donc il y a vraiment un gros besoin de transparence et d'apporter des preuves et de l'information pour convaincre les gens. C'est bon ? Si j'ai encore du temps, je peux continuer, mais... Non, mais de toute façon, voilà. On va poursuivre la discussion. Merci en tout cas, Kathleen Schubert. Je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, c'est qu'il y a un hashtag Printemps de l'écho. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. De toute façon, il y aura également un micro à l'issue des échanges où vous pourrez questionner les différents intervenants. Sophie Thierry, alors partagez-vous ce qui vient d'être dit par les deux économistes qui se sont exprimés sur la nécessité d'une planification avec d'une part du temps court et d'une part du temps long et qui s'accompagnerait d'un projet de société. Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation et ravie d'accueillir le Printemps de l'économie au CESE. Je parle là au nom du président du CESE qui vous a déjà accueilli hier. Alors moi, je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit et je dirais il y a trois thèmes clés pour moi, deux qui ont été déjà bien évoqués, je vais revenir très rapidement dessus et puis peut-être un peu plus qui tient au cœur au CESE, c'est celui de la concertation. Donc mes trois thèmes, c'est celui de la planification, de la concertation et du récit collectif.
Donc sur la planification, oui, un partage à 100% de ce qui vient d'être dit sur cette nécessité d'une planification, parce qu'on a besoin de savoir où on va, et même, je dirais, pour redonner du sens à tous ces gestes individuels auxquels on est tous appelés en ce moment, sur les économies d'énergie, sur nos transports, sur nos modes de vie, notre façon de travailler, où on est tous interpellés individuellement. On sait que l'effet levier est moindre que les grandes orientations politiques et que les actions des grandes entreprises, mais ils prennent leur sens s'ils s'inscrivent dans un effort collectif, ou plutôt qu'un effort dans la planification d'une évolution du modèle. Et là, on sait qu'on peut prendre pleinement sa part et que nos petits gestes, à tous, ils s'inscrivent dans ce grand tout qui a du sens. Donc oui, bien sûr, pour la planification. Attention, la planification, elle traduira aussi un changement de modèle. Et donc, qui dit un changement de modèle dira aussi un changement d'outil de mesure. C'est-à-dire que ce n'est pas planifié pour garder les mêmes indicateurs autour du strict PIB et des indicateurs financiers. On en aura besoin pour mesurer le ROI des investissements qui seront faits, mais on aura aussi besoin d'autres indicateurs pour vérifier que la planification nous permet de vivre autrement et de vivre mieux certaines choses. Donc il y a peut-être des indicateurs nouveaux aussi à travailler. Vous avez certainement entendu parler des indicateurs autour d'une société de bien-être, avec l'accès à la culture, l'accès à la santé, avec la qualité du travail, qui ne sont pas des choses qui aujourd'hui apparaissent nécessairement. Le deuxième point, c'est que tout ça, c'est de la responsabilité de l'État, mais ça ne peut pas se faire sans concertation. De dire on va arrêter, puisqu'on parle du coût social, je vais parler un peu d'emploi, de dire il va falloir supprimer des emplois dans la filière automobile, c'est une chose. Il y aura des emplois qui vont se créer dans la filière agricole, c'est aussi une chose, mais ça ne se fera pas sans les employeurs, sans les salariés qui travaillent dans le secteur automobile et dans le secteur agricole. Donc ça doit être porté, piloté, organisé, drivé par le gouvernement, mais ça ne peut pas se faire sans la concertation. Et là, je vous parle du niveau national, mais il y a aussi un tas d'aménagements et de solutions à trouver dans les territoires, parce que tout le monde n'est pas confronté aux mêmes problèmes économiques et aux mêmes coûts sociaux en fonction des territoires. Il y a beaucoup de choses. Pour être nécessaire, il va falloir faire de la dentelle et aller trouver des solutions. Le tissu économique et les problèmes d'emploi et de travail ne sont pas les mêmes. Et face au dérèglement climatique, par exemple, quand on est sur le long de la côte ou quand on est dans un grand centre urbain. Donc il y a ce travail de concertation avec l'ensemble des acteurs et dans les territoires, au plus près des territoires. Et le troisième, c'est le récit collectif, alors que vous avez appelé la liberté, et que je pense qu'on se rejoint là-dessus. C'est qu'effectivement, l'idée n'est pas de planifier pour aller vers un monde triste où on consommera beaucoup moins, on produira beaucoup moins et la vie sera beaucoup plus triste et on fera plein de choses pas bien. C'est quand même de construire un autre modèle et de construire une autre façon de vivre. Et on a besoin d'un récit collectif qui nous emmène tous vers quelque chose aussi qui donne envie. Et bon, vous êtes, je pense, la plupart trop jeunes pour avoir entendu ce publiciste qui expliquait qu'on avait raté sa vie quand on n'avait pas une montre en or à 50 ans. C'était quand même un moyen de dire... Une Rolex, c'était une Rolex. C'est une Rolex, voilà. Le symbole de la réussite, c'est quand même d'avoir la belle montre en or. Sans tomber là-dessus, le symbole de la réussite aujourd'hui, c'est quand même effectivement d'avoir sa maison, d'avoir une résidence secondaire, de pouvoir prendre l'avion pour aller faire du ski au Japon, ou d'aller faire du surf je ne sais pas où, d'aller faire un petit week-end au Brésil, un enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon à Barcelone. Ça, c'est bien. Ça, c'est quand on a vraiment réussi. Et c'est ça qu'on peut peut-être essayer de faire évoluer en se disant il y a peut-être autre chose dans le fait de réussir sa vie que de pouvoir faire des voyages loin, de partir au dernier moment ou de consommer, de se faire livrer un pot de pot chocolaté dans les 10 minutes parce qu'on en a besoin là tout de suite. Voilà. Tout ça, c'est des modes de vie. Peut-être qu'il faut trouver quelque chose d'autre qui nous fasse rêver et qui ne soit pas ça. Il y a des choses, ça va être des vrais déchirements. Bon, de ne pas pouvoir se faire livrer sa pizza en moins de 10 minutes, je pense qu'on peut y renoncer sans que ça nous coûte trop. Donc voilà, il y a un récit collectif à préparer. Et surtout, et à co-construire tous ensemble, là aussi. Le citoyen est expert de son mode de vie. Il doit être associé à c'est quoi l'évolution de mon mode de vie. Et juste encore un dernier petit mot sur temps long et temps court. Je pense qu'on vit une période très compliquée parce que...
ce qu'on vit là, nos 3 crises, le Covid, et puis après la canicule qu'on a vécue, qui est un petit peu l'effet asymptomatique des problèmes de l'environnement, mais c'est ça qu'on vit, et puis la crise de l'énergie liée à la guerre, pourrait être un formidable levier pour dire, tac, on accélère vers cette nouvelle société, vers ce nouveau monde qu'il faut qu'on développe. Sauf qu'en même temps, on nous demande aussi des mesures d'urgence. Et on voit bien qu'il y a des industries qui étaient parties vers des modes de production moins énergétivores en énergie fossile et qui sont en train d'y revenir. En Allemagne, beaucoup, et en France aussi. Et c'est ça qui rend... Et puis, on a des aides sur la consommation d'essence. Et donc, on a un tas de phénomènes qui viennent faire comme des injonctions contradictoires. On ne comprend plus rien. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le chemin qui est tracé, parce qu'on n'a pas cette planification qui nous emmène très loin. Alors justement, si Michel Aglietta, si la France n'y arrive pas seule, est-ce qu'elle peut bénéficier d'une aide de l'Europe dans ce domaine ? Prenez le micro. Merci. L'Europe est cruciale. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier que le changement climatique et tous les autres problèmes concernant les écosystèmes et leur dégradation sont des problèmes mondiaux. C'est-à-dire que si le monde entier ne va pas dans le même sens, eh bien, les choses ne suffiront pas à obtenir la neutralité carbone au milieu du siècle. Mais l'Europe, en totalité, a une puissance. Elle peut influencer ce qui se passe en Chine et ce qui se passe aux États-Unis dans les relations multilatérales. Donc, le niveau de l'Europe est décisif. C'est-à-dire que c'est au niveau de l'Europe que tout ce que j'ai dit doit se produire tout à l'heure. Hein, c'est-à-dire le fait de tarifer le carbone, en effet, au niveau de l'Europe. Et alors, à ce moment-là, il est clair que le projet de la Commission correspond à ça. Et en même temps, ce que la Commission pense, c'est que si tous les pays vont dans le sens qu'elle implique, ce qu'on appelle, c'est un projet pour 2030, qui s'appelle Fit for 55, et dont l'objectif est d'aller vers la neutralité carbone à partir d'une réduction des émissions de gaz à effet de serre atteignant 55% déjà en 2030. Ce projet-là, il a pour but de faire que toutes les politiques des pays membres soient orientées vers la neutralité carbone. Donc on peut dire que l'Europe peut avoir un niveau suffisamment, si vous voulez, de grandeur, que si elle mène une politique bas carbone bien déterminée, elle aura une incidence dans les rapports avec les États-Unis, avec la Chine. La Chine, je ne peux pas en parler maintenant, bien que je travaille beaucoup sur la Chine, mais elle a également une certaine idée, mais différente, comment aller vers une neutralité carbone. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Commission veut inscrire les ressources fiscales dont j'ai parlé tout à l'heure, qui résultent de la tarification carbone, les fameux prix, etc., dont j'ai parlé. C'est une tarification. Ça permet de donner des ressources fiscales. Donc, il y a des ressources fiscales importantes qui sont tirées de ça. Ces ressources fiscales, la Commission, n'oubliez pas qu'elle a déjà lancé un projet important, qui est le projet pour 2030, et que dans le mécanisme d'échange des quotas, elle peut introduire ces ressources fiscales qui sont élargies aux activités économiques, mais qui impliquent une chose essentielle. Ça implique d'étendre, évidemment, les tarifications carbone à l'ensemble des activités économiques, notamment les bâtiments, les transports, etc., et pas les laisser, si vous voulez, uniquement à la création de l'énergie, à la production énergétique. Il faut l'étendre à tous les secteurs de l'économie, secteur industriel généralisé, si vous voulez, ou non industriel au sens large. Et en même temps, il faut que ceci renforce à ce moment-là, si vous voulez, les avantages pour tous les pays. L'idée, c'est que la Commission, grâce à ce projet 2030, intègre beaucoup plus que cela n'a été jusqu'ici les différents pays et crée ce qu'on appelle une valeur ajoutée européenne. C'est-à-dire, grâce à l'intégration, suivant l'intégration de la Commission, chaque pays obtient plus dans le sens d'aller vers l'écologie politique qu'il ne le ferait s'il était séparé, etc.
D'où les grosses difficultés aujourd'hui, hein, vu le problème italien, etc. Bon, ben, vous voyez c'est pas évident sur le plan politique, mais c'est en moins ce que la Commission en recherche. Et de ce point de vue-là, l'usage des recettes supplémentaires renforcerait le financement public en mobilisant 3 fonds que la Commission veut mettre dès cette année, si vous voulez, en place. Un fonds social pour le climat qui mobilisera 25% de l'accroissement des recettes. Ce fonds social pour le climat a pour but, en effet, de redistribuer vers les populations les plus fragiles, etc. Ça, c'est important. Le deuxièmement, c'est le fonds de modernisation. Le fonds de modernisation, c'est fait pour aider les pays de l'Europe qui ont un PIB par habitant plus faible que les autres ou qui ont une plus grande part d'énergie fossile actuellement dans leur intensité énergétique. Car tous les pays d'Europe ne sont pas au même niveau. Par exemple, nous, grâce au nucléaire, nous avons, et nous sommes évidemment d'ailleurs aujourd'hui le pays qui est le plus avancé, pas plus avancé que l'Allemagne, grâce à ça. Hein. Et en même temps, le pays d'où l'inflation est la plus faible aussi, d'ailleurs, hein, par rapport à la crise inflationniste actuelle. Donc vous voyez, le fonds de modernisation est important pour aider les différenciations entre les pays européens de façon à ce qu'ils s'intègrent mieux. Et enfin, un fonds d'innovation. Alors, le fonds d'innovation, c'est important pour financer la transition. Pensez et le point crucial aujourd'hui, il faut penser à cette chose-là aussi. Qu'est-ce qui circulait dans le cadre de l'économie fossile dans laquelle nous avons vécu jusqu'ici? C'est le pétrole. Le pétrole circule mondialement. Ce qui doit circuler dans l'écologie politique nouvelle, c'est l'électricité. Et donc, pensez à l'Europe à ce moment-là. Et pour faire circuler l'électricité dans l'ensemble de l'Europe, parce que les énergies renouvelables que l'on veut développer rapidement, parmi les avancées qu'on va faire, sont des énergies intermittentes et très différenciées selon les pays, il faut ce qu'on appelle une smart grid européenne. Qu'est-ce que c'est qu'une smart grid? C'est ce qui permet de redistribuer. Donc, c'est l'électricité qui doit circuler à la place du pétrole. C'est ça qu'il faut penser. Voilà ce que c'est le changement radical, nouveau, en termes, si vous voulez, de quelle est la forme d'énergie qui doit circuler. Eh bien, il faut ce qu'on appelle une smart grid, c'est-à-dire un réseau de distribution d'électricité qui permet cette circulation. Pensez en effet à quelque chose de simple a priori. L'énergie solaire est importante, mais l'énergie solaire, faut-il la faire en Grèce ou faut-il la faire sur les bords de la Baltique? Il est clair que c'est plus efficace en Grèce. Hein. Le solaire va donner beaucoup plus d'énergie électrique si on la fait en Grèce. Mais il faut par conséquent un système de redistribution de l'électricité par rapport à cette énergie intermittente qui est le niveau européen. Donc la notion de smart grid est évidemment décisive et permettrait d'intégrer l'Europe en faisant circuler le bien qui remplace le pétrole comme le bien international du futur, qui est l'électricité. On a bien compris effectivement le poids de l'électricité. Alors justement, Kathleen Schubert, est-ce que l'échelon européen vous semble pareil pertinent pour traiter de ces sujets-là? Et est-ce qu'il y a des pays modèles en Europe? On pense souvent sur le plan social aux pays du Nord, mais est-ce que c'est vrai également en termes d'environnement? Des pays modèles en Europe? Question que je vais poser à Kathleen Schubert. Oui, je pense vais la laisser, peut-être répondre, allez-y. Je pense que l'Europe est un meilleur échelon, évidemment, que la France seule, et que le monde même serait encore un meilleur échelon. Mais on n'est pas dans une situation où on peut penser pouvoir mettre une politique climatique tout de suite au niveau mondial. Donc l'échelon européen est meilleur. Vous faire gagner ça. Comment? Vous faire gagner par le discours, par le dialogue. Voilà. Et je crois que vraiment, Michel Aglietta l'a dit, le plan Fit for 55, qui est le plan européen actuel pour mettre en place une politique climatique, est vraiment ambitieux. Donc c'est pas du tout négligeable, c'est vraiment ambitieux. Alors maintenant, ce plan doit passer devant les parlements nationaux dans les différents pays. Donc là, on ne sait pas trop comment il va être amendé, modifié, parce qu'évidemment, en Europe, vous avez des pays qui sont plus ou moins allants pour faire de la politique climatique. Il y a des pays pour lesquels c'est beaucoup plus dur que d'autres. Donc là, on va voir. Mais le niveau européen est le bon. Il est le bon aussi, probablement, sur le plan de l'acceptabilité. La France... donc, on a mis en place une taxe carbone en 2014. On a commencé à faire augmenter cette taxe carbone, comme le dit la théorie économique. Et puis, à un moment donné, on a eu le mouvement des Gilets jaunes qui a arrêté la hausse de la taxe carbone.
Et maintenant, on est là, hein, on est au niveau qu'elle avait atteint au moment des Gilets jaunes. Et aucun gouvernement, enfin le gouvernement n'ose pas du tout remettre ça sur le tapis et dire je vais refaire augmenter la taxe carbone. Il y a une espèce de terreur d'un nouveau mouvement de ce type, très clair. Alors, est-ce qu'on aura des Gilets jaunes européens ou est-ce qu'au contraire, au niveau européen, ce sera plus facile de faire passer l'augmentation de la tarification du carbone? J'en sais rien, en réalité. On va voir. Mais voilà, donc maintenant, on a quand même reporté un peu notre ambition au niveau européen. Sur le plan de est-ce qu'il y a un bon élève? Alors, les bons élèves en Europe, c'est un peu toujours ceux d'Europe du Nord, comme vous dites. C'est la Suède qui a été le modèle. La Suède a mis en place une tarification du carbone dès les années 90, en fait, donc très avant nous. Nous, ça a été en France en 2014, et on est bien en avance sur d'autres pays européens. Donc, dès les années 90, et ils ont fait ça de façon à ce que soit rendu acceptable. La façon dont ils l'ont fait, ça a été de diminuer parallèlement les autres taxes, en particulier les taxes sur le travail. Et du coup, la population, finalement, a assez bien accepté. Parallèlement, ils ont donné de gros allègements de taxes aux entreprises pour pas que la Suède perde trop en compétitivité. On perd trop en compétitivité par rapport aux autres pays européens et sur les marchés mondiaux. Donc, ils l'ont fait, en fait, de façon très intelligente. Ils ont bien réussi leur coup. Comme ça, a été acceptable par la population, en fait. Ça a été acceptable par la population. Mais il faut voir, je vous disais tout à l'heure qu'il y a tout un contexte social. Il faut voir que les Suédois acceptent mieux les taxes. Ils sont plus... par exemple, aux États-Unis, si vous dites taxe, c'est un gros mot, en fait. Pas en Suède. En Suède, l'acceptation, la capacité à accepter la taxe est plus élevée. Donc voilà, il y a des particularités nationales. Il y a également la culture du compromis aussi là-bas. Il y a plus la culture du compromis et il y a plus de confiance dans le gouvernement. Quand le gouvernement propose une politique et dit « Ok, je vais mettre une taxe carbone, mais je vais en contrepartie faire baisser les recettes, faire baisser l'impôt sur les personnes, l'impôt sur le revenu », les gens vous croient. Okay, donc il y a plus de confiance dans le gouvernement. Donc voilà, je ne suis pas sûre que ce soit directement transposable aux autres pays. Mais on peut s'en inspirer. Alors on parlait de compromis. C'est quand même la maison du compromis ici, puisqu'il y a quand même différentes organisations qui sont présentes au CESE. Alors Sophie Thierry, vous présidez la commission travail-emploi du CESE, et dans votre feuille de route qui a été fixée pour 5 ans, vous travaillez sur ces enjeux de transition écologique. Mais vous trouvez qu'on parle beaucoup d'économie et beaucoup moins de travail. Alors je ne parle pas forcément d'emploi, et donc expliquez-nous la distinction que vous faites au sein de votre commission entre emploi et travail. Oui. Absolument. Donc, effectivement, le CESE est organisé en une petite dizaine de commissions de travail. Moi, j'ai la chance d'être sur la commission de travail et emploi. Et quand on s'est au nouveau mandat, donc en 2021, on a dû réfléchir entre nous. Donc, dans cette commission où il y a les représentants de toutes les organisations syndicales représentatives, des organisations d'employeurs, mais aussi des représentants de la famille, de la mutualité, des ONG, des organisations environnementales. Enfin, vraiment, il y a toute la diversité de la société civile, même dans la commission travail-emploi. C'est ça que je voulais bien préciser. Et quand on a réfléchi à ce que devait être notre feuille de route, quels étaient les sujets... Ça fonctionne toujours? Oui. Continuons. Quels étaient les sujets qui devaient nous motiver, nous tirer pendant toute la durée du mandat, donc pendant les 5 ans où on allait travailler ensemble, toutes les semaines pendant 5 ans. Il y a 4 axes qui se sont dessinés et j'en ai parlé parce que je trouve que ces 4 axes se retrouvent totalement dans le débat qu'on a aujourd'hui. Le premier axe, c'est on ne traitera aucun sujet social, puisqu'on est sur travail et emploi, sans aborder la dimension environnementale, sans regarder l'impact environnemental ou les effets, les rétro-effets de l'environnement ou la prise en compte de l'environnement dans nos propositions. Donc là, on est vraiment au cœur de notre sujet. Le deuxième, c'est qu'on constate qu'on est en train de vivre une transformation du rapport au travail. Le rapport au travail que chacun a avec son travail, on l'a bien vu après la crise, j'aime pas dire la crise, après la catastrophe sanitaire, parce qu'une crise, on revient pareil après, et justement, on ne revient pas pareil. Après la catastrophe sanitaire, on voit bien qu'il y a des gens qui ne veulent plus certaines choses dans leur travail, donc c'est le rapport individuel, mais même collectivement. Est-ce que la société confie
au rôle du travail, de création de valeur, de répartition de la richesse, toujours ce même objectif ou pas. Le troisième sujet, c'est le dialogue. On est persuadé au CESE, mais c'est un peu dans notre ADN, que toutes les solutions se construisent dans la concertation et dans le dialogue avec toutes les parties prenantes, et notamment le dialogue, y compris sur ces sujets environnementaux, dans les entreprises. Et puis le dernier, c'est la lutte contre les inégalités. Alors, je vais y revenir. Juste pour répondre précisément, effectivement, j'avoue que ça me faisait plaisir de pouvoir refaire cette distinction, parce que je pense, j'ai fait moi-même des études d'économie à l'université, et on y a parlé beaucoup d'emploi et de politique d'emploi, et on n'y parle pas du travail. Alors, juste en 2 mots, imaginez que l'emploi, c'est la boîte, c'est le cadre, c'est le statut. Le travail, c'est le contenu, c'est ce que vous faites tous les jours quand vous arrivez au travail, c'est le métier que vous faites. Et on parle beaucoup d'emploi, en plus on vient de traverser une période de chômage très forte, très intense, donc le sujet c'était il faut essayer de trouver des emplois, et puis on ne se porte pas trop la question de savoir si c'est des emplois intéressants, s'ils ont du sens, s'il y a des bonnes conditions de travail, si c'est des choses qui apportent, qui ont une utilité sociale. Ce qu'il faut, c'est avoir un emploi, et on demande aux personnes de ne pas être trop regardantes sur le contenu du travail. Ils ont un emploi, c'est déjà bien. Et quand on travaille sur les sujets de contenu de travail et de conditions de travail, on sait qu'il n'y aura pas de politique de plein emploi si on ne parle pas du travail et si on ne travaille pas sur le contenu de travail. Les emplois qui ne trouvent pas preneur en ce moment, pas forcément, on les connaît. On les connaît. C'est pas forcément pour des sujets de rémunération, c'est qu'il y a un sujet du sens du travail, de accepter des conciliations entre vie professionnelle et vie pro qui évoluent énormément. Donc, il y a des métiers qui ne trouveront pas preneur si on ne reparle pas de l'organisation du travail dans ces métiers, dans l'hôtellerie-restauration, dans certains métiers de l'informatique. Et quand on voit l'évolution que le télétravail a fait vivre aux organisations du travail, je pense que vous n'avez peut-être pas encore assez d'expérience dans le travail pour la plupart pour voir le avant et le après le télétravail, comment ça change les relations avec les collègues, les relations avec les managers, le reporting, le contrôle, tout ça est en train de se transformer. Le fait de pouvoir travailler chez soi peut être un vrai bonheur, ça peut être une vraie prison d'hyperconnexion, et tout ça est en train de se transformer en très 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 peu de temps, et tout ça n'est pas observé, n'est pas étudié, n'est pas quantifié et n'est pas mis en relation avec les politiques d'emploi. Et ça, je trouve que c'est dommage, et je suis très contente d'avoir l'occasion, dans un contexte d'économistes, avec un auditoire d'économistes, d'attirer l'attention sur ce sujet. Et le travail, il est très impacté par les sujets d'environnement. La commission travail a commencé des travaux, là, sur l'impact du changement climatique sur la santé au travail et les conditions de travail. Je vais prendre un exemple tout simple, parce que vous l'avez vécu, même si vous n'étiez pas dans une entreprise ou dans une administration, mais que vous étiez en cours. La canicule impacte notre bonne santé, notre capacité de concentration, notre vigilance. Les accidents du travail augmentent beaucoup quand il y a la canicule, par exemple. La qualité de l'air, les problèmes de qualité de l'air qui sont majeurs. En France, il y a 48 000 morts par an prématurés de la qualité de l'air, c'est plus que de morts par l'alcoolisme. Je pense que vous avez plus entendu parler des risques pour la santé de l'alcool que de la qualité de l'air. Et quand il y a de la canicule, ces problèmes de qualité de l'air sont renforcés énormément. Quand on fait 3 heures dans une salle, le CO2 s'épuise et les neurones commencent à baisser. C'est un sujet de santé publique, mais c'est aussi un sujet, pourquoi pas, de productivité dans les entreprises. Les équipements de protection individuelle, on est en train de financer dans mon entreprise de revisiter les équipements de protection individuelle pour les gens qui travaillent dans les forêts à cause de la chaleur, à cause de la multiplication des insectes qui augmentent avec la chaleur et des tiques et de maladies de Lyme. Donc le travail, l'organisation du travail, le télétravail, les relations managériales, la santé au travail, tout ça est déjà complètement impacté par l'environnement, et c'est un sujet qui passe un petit peu sous silence. Et dernière chose, pour illustrer mes 4 points, c'est qu'il se trouve que ce sont souvent les métiers qui ont déjà une pénibilité la plus forte, les métiers de la santé, les ouvriers du bâtiment, qui sont les premiers concernés par ces problèmes-là. Donc on retrouve le sujet de l'impact de l'environnement, de le rapport au travail. Mon troisième, c'est évidemment les inégalités, et c'est dans le dialogue, parce que là encore, d'une entreprise à l'autre, en fonction de
la ville, du lieu géographique où elle se trouve en fonction du secteur d'activité, selon que c'est une petite entreprise ou une très grande entreprise ou une administration ou un hôpital, on ne se posera pas la façon de régler ces sujets-là de la même façon. Donc c'est par le dialogue, entreprise par entreprise, qu'on peut essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup. On suivra de près les travaux que vous menez au CESE. Alors, l'heure tourne malheureusement. Alors, on a commencé avec 5 minutes de retard, je crois, donc on va peut-être grappiller 5 petites minutes. Je voulais vous entendre tous les trois, alors bien sûr de manière rapide, s'il vous plaît, en termes de réponse, parce que j'avais 2 sujets que je souhaitais encore aborder avant de passer la parole à la salle. Je vois qu'il y a quelques questions qui me sont arrivées donc sur WhatsApp, donc via le hashtag Printemps de l'écho, mais n'hésitez pas, pareil, à vous exprimer dessus. Je voulais revenir avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Dimanche dernier a été organisée une marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Il y a également mardi, donc hier, certaines organisations syndicales, la CGT en tête, qui avaient appelé à un mouvement de grève, de manifestation, dans le contexte que je ne vais pas vous décrire. Comment, dans ce contexte explosif aujourd'hui, où le gouvernement subventionne le fossile, puisque donc il y a les prix de l'essence, est-ce qu'on peut véritablement amorcer cette transition écologique? Est-ce que, alors l'idée, c'est pas effectivement de plomber l'ambiance, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut justement aller un peu plus en avant? Alors, réponse rapide tous les trois, s'il vous plaît. Alors, qui souhaite démarrer? Par rapport à ce qu'il vient de dire, je dirais important, penser au fait que rénover des milliers de logements en Europe, des millions de logements, est crucial. Le bâtiment, ça va être un aspect important de réduction des gaz à effet de serre. Eh bien, il faut reformer et reconvertir des travailleurs. Ce n'est pas du tout les mêmes caractéristiques d'emploi et ce n'est pas les mêmes conditions de travail et qualité de travail que, disons, construire un logement standard qui est polluant. Pas du tout pareil. Donc, tout ce problème-là, si vous voulez, qui va être considérable, de reconversion des travailleurs et de leur formation pour ce qui est des nouveaux travailleurs, le penser tout de suite dès l'école et très tôt, vous voyez, ça c'est évidemment quelque chose de tout à fait fondamental. Et je pense, vous avez tout à fait raison, ces rapports au travail sont absolument décisifs. Vous savez, moi j'ai commencé ma carrière, c'est l'effet de l'âge si vous voulez, dans le cadre de la planification française, et je savais comment ça fonctionnait. Ça fonctionnait en concertation, en concertation avec les partenaires sociaux, les syndicats étaient là, les associations d'entreprises, les collectivités locales, et il y avait un dialogue général pour arriver à se mettre d'accord sur ce que c'était qu'un plan de 5 ans. Et à ce moment-là, le plan de 5 ans était admis par tous. Ça, dans les années, fin des années 50, années 60, c'est ce qui s'est passé. C'était effectivement l'après-guerre. Et ça me paraît très important. Alors effectivement, vous le soulignez, mesdames, effectivement, est-ce que cet aspect planification, alors on a l'impression aujourd'hui que le dialogue il est un peu compliqué entre tant les associations que les syndicats avec le gouvernement, mais que faire? C'est ce que j'allais rebondir. Je pense que la solution, elle est sur la planification. Et avec cette idée, je ne sais pas si vous avez tous en tête le rapport du GIEC qui dit qu'on a 20 ans d'adaptation, puisque le climat, il est écrit pour les 20 ans à venir. Et après, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour essayer d'atténuer le réchauffement pour les 20 ans d'après. Donc, se dire que les solutions de crise qu'on est obligé de prendre aujourd'hui, à cause de la guerre, à cause d'une pandémie, à cause de catastrophes naturelles, il faut que les solutions qu'on prenne aujourd'hui permettent l'adaptation, mais sans obérer les chances, sans empêcher les chances de faire de l'atténuation. Je tire mon exemple de tout à l'heure. Il fait très chaud dans les bureaux, dans les usines, dans les ateliers. Si on met de la clim partout, on résout le problème du bien-être des salariés, mais on renforce le problème climatique. Donc, il faut avoir ça comme principe, il faut éco-concevoir les solutions aux problèmes d'aujourd'hui pour qu'ils ne renforcent pas le problème de demain. Donc, il faut une planification pour donner à voir où on va. Et le fameux court terme, long terme. Kathleen Schubert? Non, je suis d'accord avec ça. Je pense que là, on voit une illustration parfaite du problème court terme, long terme. On oublie, espérons provisoirement, la transition énergétique, la politique climatique, parce qu'on veut régler les problèmes de pouvoir d'achat à court terme des gens, et donc on subventionne les fossiles. Donc peut-être qu'on aurait pu s'y prendre mieux, au lieu de subventionner l'essence pour tout le monde ou de faire des transferts ciblés simplement sur les personnes vulnérables, probablement.
Mais je pense que ce qui est vraiment très important, c'est un peu ce que vous dites, c'est de ne pas prendre des mesures de politique économique irréversibles, c'est-à-dire qui vont nous mettre dans une situation telle qu'on aura beaucoup de mal ensuite à les renverser pour revenir vers une politique climatique. Ceci dit, si j'ai encore une minute, imaginez qu'on se soit mis à mettre en place une tarification du carbone il y a 20 ans, qu'on ait fait augmenter très doucement les prix du carbone au cours du temps pour arriver aujourd'hui à un prix de l'énergie fossile qui serait le prix du gaz Poutine, disons. Et bien voilà, on aurait réussi à faire la transition, on aurait investi dans les énergies renouvelables, les gens auraient eu le temps de changer de comportement, et en plus, les États auraient les recettes de la tarification du carbone au lieu que ça aille. Voilà. Donc c'est un peu idiot de présenter les choses comme ça, mais je pense que. La conférence de Rio, elle est 92. Hein. Voilà, on a perdu énormément de temps. Le problème était déjà posé à ce moment. Merci beaucoup. Alors, dernier petit sujet avant de vous passer la parole. C'est vrai qu'on parle beaucoup de décroissance, et notamment parmi les jeunes générations, je pense que c'est un mot que vous connaissez tous ici. Alors, est-ce la décroissance comme solution à tous nos maux aujourd'hui? Vous êtes donc tous les trois deux professeurs d'économie, une personne qui est passée par l'économie et spécialiste du travail. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par décroissance? Est-ce que c'est la solution, LA majuscule? Et c'est vrai qu'on en parle notamment beaucoup quand il y a le rapport du GIEC qui arrive. Qu'entendez-vous par décroissance? Est-ce la solution et que faut-il faire? Vous avez 5 minutes chacun. Quand même, 5 minutes, parce que parler de ça en 1 minute, c'est pas mal quand même. C'est vraiment très difficile. Allez, Kathleen Schubert, allez-y. Je pense que ce qu'il faut vraiment, à quoi il faut vraiment être conscient, dont il faut vraiment être conscient, c'est que faire la transition énergétique, arriver à 0 émission nette en 2050, c'est un très gros effort qui va être coûteux en termes de croissance à court terme. Ça, je pense qu'il ne faut pas du tout imaginer une transition comme un chemin pavé de roses qui ne coûtera rien. C'est juste pas possible, en fait. Donc, à court terme, il est certain que la transition va avoir un coût en termes de PIB et va avoir un coût en termes de perte de revenus pour les gens. Donc, il faut le savoir, il faut simplement que ce coût soit réparti de façon équitable pour que ce soit acceptable. Le problème de la décroissance, c'est après. Après le court terme, une fois qu'on aura payé ce coût, est-ce qu'on pourra repartir sur un sentier de croissance verte, disons, un sentier de croissance où les activités seront décarbonées, propres, et où donc on pourra recommencer à avoir une croissance de l'économie, mais une croissance fondée sur autre chose, fondée sur plus de culture, plus de cinéma et moins d'avions, quoi. Est-ce que ça, c'est possible? Ou au contraire, est-ce qu'on est voué à long terme à la décroissance, au sens où il y a des limites physiques à la croissance, en fait, qui sont posées par les limites physiques, la rareté de la nature, quoi. Et donc ça, c'est une question, moi j'avoue, personnellement, je suis incapable de répondre à ça, en fait. Je pense que le problème est un peu mal posé, c'est-à-dire que si on vous explique là maintenant, écoutez, de toute façon, c'est foutu, à long terme, on va forcément entrer dans un monde en décroissance. Premièrement, il y a peu de consensus social pour vouloir ça. Deuxièmement, c'est tellement triste et tellement peu motivant de voir le futur comme ça que je ne pense pas que ce soit vraiment une bonne idée de partir sur ces bases-là. Très bien, merci. Alors, peut-être vous souhaitez tous les deux ou alors comme vous voulez. Par contre, il faut vraiment en 2 phrases. Ça tombe sur vous, monsieur Aliéta. Non, 3 phrases. Dites-moi. Non, mais moi, je dirais simplement quelque chose, parce que ça me paraît scandaleux, ce truc-là. Quand on regarde, c'est le monde qui est considéré. L'Afrique est une zone qui est très sous-développée et qui paye le plus les problèmes, disons, des gaz à effet de serre, enfin, plus généralement, des catastrophes climatiques. Et c'est une population montante qu'il faut aider massivement. Parler de décroissance quand on parle de l'Afrique, qui va être le continent qui va pousser l'économie mondiale dans les décennies qui vont venir, ça me paraît véritablement scandaleux. C'est tout. Un petit mot, et puis après, je regarderai les questions. Non, pas forcément? Non. Eh bien, écoutez, je vais vous dire un petit peu quelles sont les questions qui ont été posées. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Je me tourne. Hop, derrière moi, pas forcément. Alors, j'ai un jeune homme en rouge, une jeune femme avec un pull gris, je crois. Allez, monsieur.
Et madame juste à côté, voilà. Alors, on va commencer par le jeune homme qui a levé la main le premier. Allez. Pour quelle raison la France ne reprend pas le modèle suédois pour la taxe carbone? Très bonne question. Donc, vous avez bien suivi, en tout cas, la conférence. Peut-être, on ne va pas vous faire répondre tous les trois parce que sinon, on ne va pas y arriver. Est-ce que, à ce moment-là, Kathleen Schubert, peut-être, c'est vous qui avez parlé du modèle suédois, peut-être? Oui. On a essayé de mettre en place une taxe carbone, mais j'ai essayé de dire un peu tout à l'heure que les circonstances, disons, sociales et culturelles en France, en 2014, sont très différentes de ce que c'était en Suède dans les années 90. Donc, les Suédois ont bien accepté la taxe carbone. Les recettes ont été utilisées pour baisser l'impôt sur le revenu. Donc, ce cocktail a bien marché. En France, on a appris les recettes de la taxe carbone pour financer le CICE. C'était une erreur, quoi, de mon point de vue. Et les circonstances étaient différentes. Les gens ont moins confiance dans le gouvernement. Ils croient moins que la politique de taxe carbone va marcher, effectivement, pour réduire les émissions. Donc, je pense que c'est vraiment une question de contexte. Contexte, effectivement, économique, peut-être culturel, que vous soulignez. Voilà. Madame, vous avez une question? Alors moi, je pose la question plus à la salle qu'au panel. Ça va être compliqué pour la réponse. Mais juste, ils peuvent réagir par un O ou un A. Moi, je pense que cette histoire de décroissance, c'est un problème mal posé. Parce que les générations qui sont dans la salle, majoritaire dans la salle aujourd'hui, je crois que le consumérisme, enfin je le ressens comme ça parce que moi-même j'ai des enfants et même des petits-enfants, le consumérisme qui est basé sur le mécanisme mental des 7 péchés capitaux, etc., n'est plus un modèle séducteur. Et qu'au contraire, les générations qui arrivent, elles nous le disent sous tous les tons, elles veulent donner du sens à leur vie. Elles veulent faire de leur vie une œuvre. Et donc, elles vont chercher des plaisirs d'une nature différente des générations précédentes. Et en particulier, des plaisirs qui sont dans le co-produire, co-imaginer, co-réaliser, co-ceci, co-cela. Et donc, cette histoire de sobriété, elle est... Il faut laisser passer la nature. Et je pense que c'est à eux de répondre sur Très cette bien. proposition. Alors, malheureusement, on n'aura pas le temps, mais on entend bien effectivement votre réflexion. Alors, il y a une jeune femme, là, en gris, qui souhaite s'exprimer. Et ensuite, madame. Effectivement, vous avez raison, la jeune génération est assez motivée. Alors, attention, je pense que toute la jeune génération n'est pas forcément unanime là-dessus. Et je pense qu'on a parfois un effet loupe, où là, effectivement, nous avons des élèves qui, je pense, sont tous intéressés par le sujet. Et attention, je ne suis pas sûre, pour en connaître, que tous soient effectivement dans ce trip-là. Mais je me trompe peut-être. Mademoiselle. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur le terme de décroissance. Alors, ma question, c'était de quel angle peut-on prendre justement ce terme? Et là, je reprends le principe de Camille Etienne, qui est une activiste climat, qui dit que finalement, la décroissance, par exemple, au terme du bonheur, c'est pas forcément... Enfin, le terme de décroissance peut être renversé. Donc, pourquoi pas avoir une croissance au niveau du bonheur et justement avoir une décroissance au niveau, par exemple, des biens qu'on peut accumuler ou encore d'une consommation excessive. Donc voilà, c'est ça ma question. Merci. C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'on met finalement dans la croissance, en fait? C'est la question que vous posez. Allez, à vous la parole. Ça va me donner du coup l'occasion de finir le petit tour de table de tout à l'heure sur le sujet. Moi, j'aime pas beaucoup le terme de décroissance parce que, d'abord parce qu'on ne sait pas ce qui doit décroître et ce qui doit croître, mais parce que c'est comme si l'idée, ça avait été que depuis l'après-guerre, voilà, on a la croissance. Et donc, consommer plus, produire plus, c'est la société du progrès, c'est la société qui se développe. Et donc, décroissance, on va consommer moins, on va produire moins, et donc ça sera la société qui régresse, qui s'atrophie, qui repart dans une tendance négative. Et pas du tout. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que oui, il y a des choses qui vont décroître, et la consommation d'énergie fossile, et voilà, ça y est, on a atteint les limites planétaires, il va falloir de toute façon moins utiliser d'énergie, et certainement moins consommer. Mais la santé peut croître. Mais les relations sociales peuvent croître, mais la création peut croître, mais il y a un tas de choses qui font la vie qui peut croître. Donc,
dire qu'on est dans une société de la croissance qui serait l'alpha et l'oméga du progrès, et que là maintenant on va passer dans la société de la décroissance qui serait donc celui de la régression, me paraît complètement inadapté. Et moi je préfère dire très clairement oui, la consommation va devoir diminuer, oui, la production et la consommation d'énergie fossile, pour autant la société, elle, va croître sous plein d'autres aspects, et donc c'est pour ça que le terme de décroissance, moi, me plaît pas du tout. Très bien. Alors, je vous passe la parole dans 5 minutes, mais il ne faut pas oublier ceux qui sont passés également sur l'appli. Alors, je vous en donne deux, parce que sinon, il y en a quand même pas mal, et merci à tous ceux qui ont écrit et posé des questions. Alors, quelqu'un demande, quand le gouvernement retire l'impôt de solidarité sur la fortune, comment voulez-vous que les Français lui fassent confiance en ce qui concerne la redistribution des richesses, y compris au niveau de la taxe carbone? Quel gage peut-on avoir sur la taxe CO2? Autre question, un modèle de croissance économique est-il toujours enviable et possible dans un monde où la soutenabilité écologique sur les matières premières est de plus en plus forte? Voilà, pas mal de questions effectivement qui émergent. Est-ce que peut-être sur ces deux questions, Monsieur Aglietta, une réponse courte? Quelque chose, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre plus particulièrement sur l'impôt de solidarité. C'est pas forcément sur ce sujet-là, mais voilà les questions qui sont posées aussi par les personnes qui nous écoutent. Ben, je pense que vous avez peut-être compris que ce qui est en question, c'est un changement de régime de croissance. Ça ne veut pas dire décroissance. Mais pourquoi? Parce que dans quel régime de croissance avons-nous vécu depuis 40 ans? Dans un régime de capitalisme dit néolibéral, dans lequel la croissance était essentiellement pour rôle de faire monter la valeur des actions. Ça en était l'objectif fondamental. Il est clair que ce système-là doit disparaître. Et c'est là la force de la transformation de la planification stratégique, n'est-ce pas? C'est-à-dire de déconnecter le processus de création de richesse par rapport à celui d'augmenter l'argent pour l'argent, en quelque sorte. Car le capitalisme, c'est faire de l'argent pour l'argent. Et donc, cette déconnexion, elle est possible par une réduction de l'intensité énergétique de la croissance et également une réduction de l'intensité carbone de l'énergie. C'est ces deux éléments-là qu'on veut changer. Donc, vous voyez, l'idée, c'est de changer le régime de croissance de telle manière qu'en fonction de tout ce que, par exemple, j'ai dit sur les prix, etc., en fonction de la planification stratégique, on déconnecte croissance et puis intensité énergétique et intensité carbone de l'énergie. Ce sont ces deux éléments-là. Et c'est ça la grande transformation qu'il faut réaliser et qui nous permettra de vivre mieux et de continuer à vivre avec la possibilité de ce qu'on dit d'habitude, c'est-à-dire avoir du bien-être, quoi. Le problème, c'est de maintenir le bien-être des populations et maintenir le bien-être des générations futures. Donc, vous voyez, ces deux déconnexions sont importantes. C'est ça on peut retenir ça de l'ensemble de ce qu'on a dit. Il faut déconnecter la croissance et l'intensité énergétique, et il faut déconnecter l'intensité énergétique et l'intensité carbone elle-même, d'où l'idée des prix du carbone, etc. Merci beaucoup. Madame. Oui, bonjour. Merci. Je voudrais vous poser deux questions, en fait. Juste sur la Suède, puisqu'il y a eu la taxe il y a 20 ans, 30 ans, et que c'était visiblement, dans ce qu'on dit, une solution viable, quid de l'effet aujourd'hui? On est content, la transition en Suède s'est opérée. Enfin, quel a été l'impact? Est-ce que ça a marché? Deuxième question. Est-ce que ça a marché en Suède? Est-ce que le résultat est là? Puisqu'on dit, il y a 30 ans, les Suédois ont mis la taxe qu'on souhaiterait mettre aujourd'hui. Donc 30 ans plus tard, est-ce qu'il y a bien l'impact désiré de transition énergétique que doit permettre cette taxe? Et deuxième question, madame? Deuxième question, c'est à Michel Aglietta, et ça renvoie exactement à ce dont il vient de parler là. Monsieur Aglietta, est-ce qu'on peut, en théorie, imaginer, là c'est théorique, mais c'est parce que je pense que c'est important par rapport à cette histoire de décroissance et croissance du PIB, un PIB où il n'y a que du service décarboné, c'est possible, enfin en théorie, je veux dire, on peut imaginer en effet ce que vous dites, parce que la critique qu'il y a sur la croissance, c'est qu'on dit que toute croissance de l'activité aujourd'hui, elle est forcément carbonée. La question, c'est au moins en théorie, donc c'est pas vrai.
Je demande à Michel Agliena ça. Est-ce qu'on peut imaginer un PIB où il n'y a pas de carbone? Est-ce que ça peut quand même être un PIB en augmentation? Alors, première question, elle est pour vous, Kathleen Schubert, c'est sur la Suède. Est-ce que ça a fonctionné par rapport à la taxe qui a été mise en place, demande madame? Et est-ce qu'on peut avoir une création, ce que vous venez d'exprimer sur la croissance décarbonée? Une petite réponse chacun, s'il vous plaît. Je peux dire un mot sur la question d'avant qu'on a oubliée. Mais bien sûr. Je pense qu'en effet, avoir simultanément ou presque supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune et augmenter la taxe carbone, symboliquement, c'était vraiment pas ravageur. Pas une bonne idée, oui. Donc voilà. Et sur votre question à propos de la Suède, les travaux économiques d'évaluation, en fait, qui regardent comment serait le système productif et la consommation en Suède aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la taxe carbone, donc on a des travaux là-dessus, montrent en effet que ça fonctionne, c'est-à-dire que le système est beaucoup plus décarboné, et donc il y a des évidences empiriques en fait qui montrent que ça marche, quoi. Monsieur Aglietta, la question de madame, notamment sur la possibilité la croissance décarbonée. Mais non, mais prenez le micro, s'il vous plaît. Exactement ce que je viens de dire antérieurement. Voilà. Le problème, c'est pas la neutralité carbone, c'est pas zéro carbone. C'est le carbone qui est absorbé par les puits de carbone. C'est ça la neutralité carbone, hein. C'est-à-dire un niveau d'existence du carbone dans l'atmosphère en sorte qu'elle soit suffisamment faible pour être absorbée par les puits de carbone, qui sont les océans, qui sont les forêts, etc. C'est ça, hein, la neutralité carbone. Et ça doit tenir jusqu'à indéfiniment après. Hein, c'est ça l'idée, de façon à ce que le bien-être des générations futures ne soit pas mis en cause par une augmentation permanente de l'intensité carbone. Hein, mais ce n'est pas zéro carbone, ça n'existe pas. Hein, c'est un niveau d'intensité carbone qui est absorbé par les puits de carbone. Voilà. Alors, il y a deux questions, je ne sais pas s'il y a des mains qui se lèvent là encore dans la salle, mais il y a deux questions que je vais regrouper qui, je trouve, sont intéressantes. Les autres aussi, mais celles-là, je trouve, vont bien ensemble. Qu'est-ce que vous pensez du Shift Project? Bon, je pense qu'ici, tous les jeunes en ont entendu parler. Et la deuxième question qui, à mon avis, est intéressante et qui peut être assez liée, c'est quel mécanisme démocratique pour définir cette planification long terme souhaitée? Alors, Shift Project, donc je pense qu'ici tout le monde connaît. La deuxième, pardon. Quel mécanisme démocratique pour définir cette planification à long terme souhaitée? Est-ce que c'est un commissariat au plan, comme on en a connu? J'imagine que c'est ça la question qui est derrière tout ça. Donc, qui veut répondre sur le Shift Project? Est-ce que c'est quelque chose? Voilà. Les travaux du Shift Project sont aujourd'hui plus que reconnus. Ils ont même été très anticipateurs par rapport à cette logique de planification et très promoteurs de cette logique de planification, puisque secteur d'activité par secteur d'activité, ils ont commencé à identifier ce que pourrait être la trajectoire pour aller vers une société moins carbonée, tout en identifiant le sujet du coût social. Et justement, même dans leurs travaux, ils ont associé les différents acteurs, secteur par secteur. Donc, ce sont des travaux qui sont utiles. Ce ne sont pas des travaux qui sont exclusifs, hein. Il y a eu un travail qui a été fait sur la filière automobile dans lequel on montrait comment la diminution de l'arrêt des voitures thermiques allait, en fonction de la façon dont on allait accompagner le sujet, pouvait avoir des impacts plus ou moins forts en matière d'emploi, si on anticipait, qu'on faisait de la reconversion, si on n'anticipait pas. Mais pour anticiper et faire de la reconversion professionnelle, il faut planifier qu'à telle date, on va arrêter, qu'à telle date, il faut qu'il y ait tant de gens qui soient formés dans tel autre type de métier. Donc, ça rejoint les sujets de planification. Donc, oui, bien sûr. Justement, vous parlez de transformation des métiers. Il y a une question d'une personne, je ne sais pas qui c'est. Comment donner envie à une partie des jeunes qui sont dans la salle de travailler dans la rénovation thermique? Ça, c'est aussi l'enjeu d'attractivité des métiers. C'est l'enjeu de l'attractivité des métiers. Vous verrez un avis du CESE qui a été de la commission Travail-Emploi il y a de ça 6 mois sur les métiers en tension et les enjeux d'attractivité des métiers. On revient au sujet du travail. Comment on va donner à plein de jeunes envie d'aller travailler dans des métiers dont on a besoin? Il va falloir des bras dans l'agriculture, il va falloir des bras pour rénover les bâtiments. Eh bien, posons le sujet
avec les conditions de travail, l'articulation vie professionnelle, vie privée, les possibilités d'évolution, les conditions de rémunération, démontrer qu'on peut faire ce travail en santé, en bonne santé. Enfin voilà, les passerelles entre les différents métiers. Donc, penser l'emploi sans penser le travail, ce n'est pas possible. Se dire qu'il y a besoin d'emplois dans la rénovation dans les rénovations des bâtiments sans penser la qualité du travail, l'organisation du travail dans ces métiers-là, ce n'est pas possible. Alors, il y a d'autres questions, effectivement, sur la rénovation thermique pour lutter contre les passoires thermiques. On n'a pas le temps, malheureusement. Désolé, il reste 5 minutes. Juste la deuxième question à laquelle on n'a pas répondu, donc désolé madame, mais là, on va être obligé de finir. C'était quel mécanisme, et ça, je trouve que c'est intéressant, démocratique, pour définir cette planification long terme souhaitée. Comment on met ça en place, ce long terme? Est-ce que c'est justement des instances? Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, c'est questionner la population? Comment on met ça en place? Moi, je ne fais que relayer la question. Pour le coup, on peut essayer de faire preuve d'un peu de créativité. Je pense que ce n'est pas le plan tel qu'on l'a connu à une époque. Ça peut être une autre façon d'organiser la planification. Les modalités dans lesquelles on associe la population et les corps intermédiaires qui représentent cette population, elle reste à inventer. Mais moi, c'est pas aujourd'hui, je représente les CESE. Voilà un lieu où il y a déjà énormément de concertation et on se rend compte que tous les avis qu'on est en train de faire là depuis maintenant 2 ans, ils ont tous le sujet pratiquement de la transition écologique à un moment donné comme fil directeur. Il y a une richesse là d'outils pour éclairer la décision. Après, la co-construction, elle peut se faire sous un tas de formes qui sont inventées. On a un commissaire au plan qui va peut-être nous donner des idées. Voilà, un petit mot également, Kathleen Schubert et M. Aglietta, en guise de conclusion. Donc, Kathleen Schubert, sur cette question-là. Un mot très rapide. Donc, il faut quand même savoir que la planification, ça existe déjà en France depuis longtemps. Ça s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Donc, vous avez des ministères qui ont passé beaucoup de temps pour faire une stratégie numéro 1, numéro 2, là on en est à la numéro 3. Ces stratégies sont extrêmement détaillées par secteur. Elles expliquent exactement ce qui doit se passer dans chacun des secteurs. Elles ont auditionné des tonnes d'experts pour arriver à la neutralité carbone en 2030, secteur par secteur. Le problème, ce n'est pas que ces stratégies n'existent pas. Le problème, c'est qu'en dehors du ministère de l'Environnement qui les a concoctées, personne ne sait qu'elles existent en fait. C'est ça, et elles ne sont pas du tout portées au plus haut niveau de l'État. Moi, je crois que vraiment, pour qu'une planification de ce type ait la moindre chance d'aboutir, il ne faut pas que ça reste un truc d'un ministère technique. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique extrêmement forte de porter ça à un haut niveau sur l'agenda de politique publique. Parce que cette planification, regardez, stratégie nationale bas carbone, vous verrez, elle existe et elle est pas mal du tout. Donc, par contre, il faut la rendre plus visible. Le dernier mot, Monsieur Aglietta, puis après, on va clore cette table ronde. Ce type de planification, elle est, moi qui travaille dans les services du Premier ministre, elle est tentée d'être mise en place actuellement par France Stratégie, qui est un organisme qui s'occupe de ça. L'objectif étant d'introduire, en effet, d'orchestrer cette planification pour que les différents ministères ne travaillent pas en silo, ce qui se passe aujourd'hui, et qu'il y ait une interdépendance avec la société. Donc, il faut des concertations. Pour cela, il faut des commissions. Et disons que le niveau du Premier ministre est le bon niveau pour en tenir la cohérence en permanence dans le long terme. Et en tout cas, en faire la publicité, parce que visiblement, c'est quand même assez méconnu. Merci à tous, en tout cas. Bonne soirée. Merci aux intervenants. Et bonne soirée.